Dans le vaste cœur indompté du Serengeti, là où le vent fredonne des chansons anciennes à travers les herbes sèches et où les baobabs se dressent tels des sentinelles, vit un homme dont le nom porte le poids de la légende, Monsieur Makana. Aujourd'hui, dans ses 80 ans, le dos légèrement courbé par le temps mais l'esprit intact, Monsieur Makana n'est pas un vieil homme ordinaire. Il est un garde forestier à la retraite, bien que personne ne le connaissant vraiment. N'utiliserait jamais le mot « retraité ». Pendant plus de 50 ans, il a parcouru ces terres, protégeant ses créatures du danger, depuis les premiers chants matinaux des oiseaux jusqu'aux teintes déclinantes du crépuscule. Jeune homme, il était arrivé avec du feu dans les yeux et un fusil à la main, non pas pour conquérir la nature sauvage, mais pour la protéger. Au fil des décennies, ce feu s'est transformé en quelque chose de plus profond, une dévotion silencieuse, du genre que seul le temps et les épreuves peuvent forger. Là où d'autres voyaient des prédateurs, il voyait des familles. Là où certains craignaient le bruissement sombre des hautes herbes, lui marchait sans hésiter. Les animaux semblaient le reconnaître, non comme une menace, mais comme un gardien. Des troupeaux d'éléphants passaient près de lui sans paniquer. Les zèbres broutaient calmement en sa présence. Même les lions, les fiers rois de la savane, l'ont un jour regardé avec ce que certains rangers jureraient être de la reconnaissance. Parmi les tribus locales, il est connu non seulement de nom, mais avec révérence. Les anciens le saluent en inclinant la tête. Les enfants courent derrière son vieux Land Rover, espérant un signe de la main ou une histoire. Et pour les jeunes, Rangers d'aujourd'hui, ceux qui apprennent encore le rythme de la terre, Monsieur Makana est plus qu'un mentor. Il est un manuel vivant, un réservoir de sagesse qu'aucun guide ou carte ne saurait offrir. Malgré les avertissements des médecins et les protestations de ses os endoloris, il se lève toujours avec le soleil. Chaque matin, il grimpe dans son vieux Land Rover vert rouillé, ses flancs cabossés par des années de service fidèle. Il conduit seul à travers la brousse, des jumelles autour du cou, un thermos de thé à ses côtés et le poids d'un héritage dans son sillage. Pour les animaux, il est de la famille. Pour les hommes, il est une légende. Pour le Serengeti, il est son cœur battant et silencieux. Le Serengeti, bien que spectaculaire, est impitoyable. Le soleil ici ne fait pas que briller. Il brûle. Le vent ne fait pas que passer, il traîne la poussière sur la peau comme du papier de verre. Et pourtant, pour Monsieur Makana, cette terre n'est pas un défi, c'est un foyer. Chaque jour commence par la même immobilité sèche, celle qui s'installe comme une respiration trop longtemps retenue. L'horizon scintille sous la chaleur et le ciel est si vaste qu'il semble infini, un océan de lumière et de poussière. Les acacias se tordent et penchent, façonnés par des décennies de vent sec. La terre en dessous est craquelée, assoiffée, en attente d'une pluie qui souvent ne vient jamais. Dans cette nature aride, la vie persiste. Les éléphants avancent en troupeaux patients, leurs trompes effleurant le Land Rover de Makana comme pour saluer un vieil ami. Les zèbres broutent prudemment, toujours sur le qui-vive, toujours à l'écoute. Dans les hautes herbes, les lions se reposent à l'ombre, leur pelage doré se confondant avec la terre, les yeux mi-clos, mais jamais inconscients. Makana les observe tous avec la tranquillité de celui qui comprend le silence mieux que les mots. Il s'arrête souvent, coupe le moteur et écoute. Pas de notes, pas de caméra, juste lui et les sons de la vie. Un rugissement lointain, le battement d'ailes, le rythme des sabots sur le sol durci. Mais ce sont les animaux les plus faibles qui éveillent en lui quelque chose de plus profond. Blessés, vieux, oubliés. Ceux-là, pense-t-il, ont besoin de plus que de protection. Ils ont besoin de compassion. Récemment, un rare rhinocéros blanc, blessé lors d'une tentative de braconnage ratée, s'était effondré près d'un lit de rivière asséché. La blessure n'était pas récente, mais l'infection s'était installée. La plupart l'auraient considéré comme perdu. Pas Makana. Chaque matin, il rend visite au rhinocéros,
apportant de l'eau, des médicaments et une voix douce. Il s'agenouille à quelques pas, jamais trop près pour ne pas le déranger, mais assez près pour que l'animal sente sa présence. Le rhinocéros, autrefois méfiant et affolé, lève désormais légèrement la tête en entendant ses pas. Un lien silencieux, forgé dans la confiance, commence à se former. C'est dans ces moments, sous le soleil brutal, entouré de poussière et de silence, que Makana est le plus vivant. Ses yeux, vieux et fatigués, portent une lueur tranquille. Un homme qui ne cherche pas à être célébré, mais simplement à faire le bien. Une créature à la fois. Ce matin-là, le Serengeti semblait plus lourd que d'habitude. Le ciel, habituellement d'un doux bleu pastel au lever du jour, virait déjà au blanc brûlant. Les prévisions annonçaient des températures dépassant les 45 degrés, mais M. Makana ne broncha pas. Son corps avait peut-être vieilli, mais sa volonté restait solide comme la pierre. Il se tenait près de son Land Rover, regardant l'horizon avec des yeux fatigués mais déterminés. Le rhinocéros blanc blessé ne quittait pas ses pensées, depuis la veille. La plaie profonde semblait encore crue et infectée, sa respiration lente, laborieuse. D'autres avaient suggéré de laisser la nature suivre son cours, mais pas Makana. Il avait fait une promesse, silencieuse mais inébranlable, de ne pas le laisser souffrir seul. Elijah et Moussa, les deux jeunes rangers, le supplièrent de ne pas y aller seul. « Baba, la chaleur est dangereuse. Laisse-nous y aller, » supplia Elijah. Makana sourit simplement, sa main usée se posant sur l'épaule d'Elijah. « Si je m'arrête maintenant, la brousse m'oubliera, » dit-il doucement, puis grimpa dans son Land Rover couvert de poussière et partit. Les pneus roulaient lentement sur la savane desséchée, soulevant de petits nuages de poussière. Les vagues de chaleur dansaient au-dessus du capot, déformant le paysage en un miroitement irréel. À l'intérieur de l'habitacle, l'air était étouffant, comme respiré à travers un tissu trempé dans le feu. Pourtant, Makana continuait d'avancer, la sueur coulant sur son front, ses yeux fixés droit devant lui. Après près d'une heure de route cahoteuse, il atteignit le bosquet où gisait le rhinocéros blanc, sous un arbre décharné, son immense corps soulevé doucement par sa respiration. La vue le frappa. Le rhinocéros, bien qu'énorme, paraissait fragile, tel un monument de force en train de s'effriter. Il descendit du véhicule, les jambes raides sous l'effet de la chaleur. Il s'approcha lentement, prenant soin de ne pas effrayer l'animal. Le rhinocéros tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent, un échange silencieux de confiance et de douleur. Mais soudain, une douleur aiguë éclata dans sa poitrine. Elle arriva comme un marteau, lui coupant le souffle en un instant. Il chancela, saisit ses côtes, haletant. Le monde devint flou. La plaine dorée vacilla. Ses genoux fléchirent. Il s'effondra sur la terre sèche, le visage pâle, les yeux clignant sous le soleil. Le rhinocéros grogna doucement, ses oreilles frémissant. Quelque part au loin, un zèbre brama, et le vent emporta le cri comme un appel à l'aide. Le Serengeti retint son souffle. Makana était étendu sur la terre craquelée, son corps à moitié ombragé par l'arbre rabougri. Sa poitrine se soulevait par saccades, haletante. La sueur avait trempé sa chemise, sa peau était pâle sous le soleil impitoyable. Son chapeau était tombé tout près, reposant à côté d'un buisson épineux comme une couronne renversée. À quelques mètres, le rhinocéros blanc blessé leva la tête. Ses yeux clignaient lentement, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. L'énorme bête se redressa péniblement, s'approcha en titubant de l'homme qui s'était assis à ses côtés chaque jour. Pendant un instant, le rhinocéros se contenta de rester là, immobile au-dessus de lui, comme pour veiller sur un vieil ami. Loin au loin, Elijah et Moussa s'occupaient des zèbres quand un son brouillé crépita dans leur radio portative. Moussa. Eli. Besoin. Aide. Les deux hommes se figèrent. Elijah attrapa la radio, les yeux écarquillés. « Baba Makana »
Aucune réponse, seulement un long souffle de statique. Sans hésiter, ils sautèrent dans leur jeep et foncèrent à travers les plaines desséchées, leur cœur battant plus fort que le moteur. Le soleil était désormais une torche brûlante dans le ciel, la route un mirage de chaleur et de poussière. Ils ne mirent pas longtemps à le retrouver. Le spectacle les figea. Makana était immobile, le visage crispé par la douleur, une main toujours serrée contre sa poitrine. Elijah courut vers lui, tomba à genoux. « Baba, tu m'entends » dit-il, la voix tremblante. Moussa prit son pouls, faible, irrégulier. Puis il fouilla frénétiquement dans la poche de la chemise de Makana, puis dans la boîte à gants. Il n'a pas son médicament, murmura Moussa, la panique montant dans sa gorge. Elijah frappa le bouton d'urgence de la radio. « Baz, c'est urgent. On a besoin d'une équipe médicale maintenant. »« Il est à terre! Je répète, il est à terre !» Tous les rangers à portée entendirent l'appel. Les opérations cessèrent, les patrouilles s'arrêtèrent, toute l'attention se tourna vers lui. Le véhicule de secours fonça dans leur direction, mais chaque minute semblait une heure. Elijah tenait la main de Makana, la voix tremblante. « Reste avec nous. S'il te plaît, pas encore. On a encore besoin de toi. » Les lèvres de Makana bougèrent faiblement. Un murmure, un souvenir. Ses yeux se fermèrent lentement, sa respiration devenue légère, fragile comme le vent. Le rhinocéros ne bougea pas. Il resta simplement là, silencieux et immobile. Et le soleil continuait de brûler. Au moment où le véhicule d'urgence dérapa devant le centre médical de la réserve, tout le monde était déjà là. Rangers, personnel, même quelques villageois attendaient, les visages tendus, le cœur battant. Elijah et Moussa sautèrent du véhicule, portant M. Makana entre eux. Il paraissait trop léger, comme si le poids de ses années l'avait déjà quitté. Sa respiration était irrégulière, sa peau froide malgré la chaleur étouffante à l'extérieur. À l'intérieur de la petite clinique, les médecins s'activèrent. Les électrodes du défibrillateur pressées contre sa poitrine, le masque à oxygène ajusté, l'adrénaline injectée. La pièce se remplit de bips frénétiques, d'ordres secs et de silence entre les battements. Dehors, le ciel commença à s'assombrir alors que les nuages roulaient lentement. La première ombre sur le Serengeti depuis des semaines. 15 minutes. C'est le temps qu'ont essayé les médecins. Puis, en silence, l'un d'eux recula. « Je suis désolé », murmura-t-il. Son cœur s'est arrêté depuis trop longtemps. Les mots tombèrent, comme des pierres. Dehors, Elijah tomba à genoux, les mains tremblantes, les yeux écarquillés d'incrédulité. Moussa resta figé, la mâchoire serrée, retenant des larmes comme un barrage sur le point de céder. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des rangers postés aux confins de la réserve jusqu'aux anciens des villages voisins, M. Makana était parti. Cette nuit-là, le sanctuaire était silencieux. Pas de patrouille. Aucun véhicule. Même les animaux semblaient ressentir la perte. Quelques zèbres s'étaient rassemblés près de la clôture, immobiles. Une girafe solitaire demeurait à la lisière du bois. Le rhinocéros blanc blessé était recroquevillé sous son arbre, sa respiration lente comme un deuil silencieux. Conformément au souhait de Makana, les funérailles devaient se tenir là, au cœur du sanctuaire, là où il avait arpenté chaque sentier et nommé chaque colline. À l'aube, les gens commencèrent à arriver. Collègues, villageois, vieux amis, et même des enfants qui autrefois s'étaient assis sur ses genoux pour entendre des histoires de lions et de tempêtes de sable. Son corps reposait sur un lit de bois enveloppé dans un tissu traditionnel sous le grand baobab central. L'encens flottait dans l'air, se mêlant à la brume matinale. Elijah se tenait à ses côtés, sa main posée sur le poignet de l'ancien, espérant encore un miracle qui ne viendrait jamais. Puis, alors que la première lumière effleurait la terre, un rugissement profond résonna à travers la plaine. Toutes les têtes se tournèrent.
Depuis l'ombre de la porte du sanctuaire, un lion solitaire apparut. Le lion marchait avec la grâce du souvenir. Sa crinière était striée de gris, son corps portait la cicatrice d'une vieille blessure, celle-là même que Macanna avait soignée 15 ans plus tôt, quand ce lion n'était encore qu'une bête effrayée, prise dans un piège de braconnier. La foule s'écarta, muette de stupeur. Personne n'osa bouger. Elijah murmura « C'est lui ». Le lion de l'ancienne histoire, celui que Baba Macanna avait sauvé. Le lion s'avança, calme, délibéré, comme guidé par un instinct profond. Il s'arrêta au pied du lit de bois où le corps de Macanna reposait, paisible. Puis, devant tous, il baissa la tête, un geste lent, solennel, presque humain. Des soupirs émergèrent de la foule. Même le vent s'était arrêté. Longtemps, le lion resta immobile, seul son poitrail se soulevant doucement. Puis, il poussa un son. Non pas un rugissement, mais quelque chose de plus bas, de plus ancien. Un cri guttural venu de la terre elle-même. Un deuil. Elijah sentit sa poitrine se contracter, sa voix se brisa. Il est venu lui dire adieu. Les larmes coulèrent librement à présent. Des rangers aguerris, des anciens, des enfants. Personne ne remit en question cet instant. Même la nature pleurait. Ils portèrent le corps de Macanna dans une longue procession silencieuse à travers le sanctuaire. Le lion suivait derrière, non pas comme une bête, mais comme un endeuillé. Ils s'arrêtèrent sous un large acacia sur une colline herbeuse, l'endroit préféré de Macanna pour se reposer. La tombe fut creusée avec soin. Une pierre gravée de son nom et des années de service fut placée à la tête. Elijah et Musa déposèrent son chapeau de rangée sur la stèle. Pour l'homme qui nous a appris à voir non seulement des animaux, mais des âmes, murmura Musa. Alors qu'il s'éloignait, le lion resta derrière, couché près de la tombe. Les heures passèrent. Le soleil descendit bas, colorant le ciel de rouge sang. Et le lion ne bougea pas, ses yeux fixés sur le monticule de terre fraîche. Veillant, se souvenant. Même plusieurs jours plus tard, les membres du personnel rapportèrent l'avoir, vu revenir. Parfois à l'aube, parfois au crépuscule. Il ne faisait jamais de bruit. Il se contentait de rester là, immobile comme une statue. Le Serengeti avait perdu un gardien, mais il avait gagné une légende. Lorsque la dernière pelletée de terre scella le repos de M. Macanna, un silence profond, presque sacré, tomba sur la colline. La brise tourna, plus douce, plus fraîche, comme si le Serengeti lui-même expirait son chagrin. Et puis, le lion bougea. Il s'avança avec une grâce royale, les yeux rivés sur le monticule de terre où l'homme reposait désormais. Il s'approcha de la tête de la tombe, s'arrêta, puis, lentement, avec révérence, inclina la tête, laissant sa crinière effleurer le sol. Des exclamations étouffées s'élevèrent, mais personne n'osa rompre le silence. Les soies à Essaur, caméras furent abaissées. Il se passait là quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'appartenait ni aux hommes, ni aux bêtes, mais au temps lui-même. Soudain, comme issu de la mémoire de Macanna, un souvenir traversa l'esprit d'Elijah. Il y a 15 ans, la saison sèche était impitoyable, les savanes desséchées, le sol craquant sous les pas. Les Rangers avaient reçu un appel radio désespéré. Un lion pris dans un piège en acier illégal. La plupart hésitèrent, trop risqué, peut-être mortel, mais pas Macanna. Il partit seul, en direction de la lisière la plus lointaine de la réserve, là où même les braconniers n'osaient plus mettre les pieds. Là, sous un arbre mourant, il le trouva. Un jeune lion mâle, la patte broyée, les yeux fous de peur. Le sang formait une flaque à ses pieds. Les mouches bourdonnaient dans l'air brûlant. Macanna s'approcha lentement, lui parlant doucement, en swahili. Le lion montra les dents, mais ne bougea pas. Avec précaution, Macanna ouvrit le piège, nettoya la plaie et enveloppa la patte avec sa propre écharpe. Il resta à ses côtés toute la nuit, éloignant chacal et ténèbres. Ce lion survécut.
Et aujourd'hui, il était revenu. De retour au présent, le lion poussa un rugissement sourd, rauque. Pas fort, ni menaçant, mais long, douloureux, comme un écho venu du fond de l'âme. Le son se propagea à travers la plaine, rebondissant contre les arbres, les pierres, emplissant le sanctuaire d'une tristesse que les mots ne pouvaient atteindre. Les enfants pleuraient doucement. Les anciens baissèrent la tête. Même le vent changea de direction, emportant le rugissement comme une prière. Personne ne parla, personne n'osa. La nature elle-même était venue faire son deuil. Le lion jeta un dernier regard à la tombe, se détourna, puis marcha lentement vers la savane, sa silhouette massive disparaissant peu à peu dans l'herbe dorée, comme un esprit retournant à la légende. Elijah murmura « Ce n'était pas un adieu, c'était un merci ». Le soleil pendait bas dans le ciel du Serengeti, baignant la terre d'une lumière d'ambre chaude. Sous l'ombre d'un grand figuier, le plus ancien du sanctuaire, M. Makana fut inhumé. Ses branches s'étendaient largement comme pour l'enlacer, lui qui avait étreint la nature toute sa vie. Elijah et Musa posèrent la dernière pierre sur la tombe. Ils restèrent là, silencieux, le poids de la perte pesant sur eux plus lourd encore que la chaleur du jour. À leur côté, le lion restait immobile, ses yeux fixés sur le monticule de terre, ses oreilles frémissantes au vent. Pas de grognement, pas de rugissement, juste une présence, puissante et paisible. Quelques instants plus tard, le lion se tourna. Il jeta un dernier regard lent au figuier, puis disparut dans l'herbe dorée, se fondant dans le sauvage comme s'il n'avait jamais été là. Mais son esprit, lui, resta. Dans les jours qui suivirent, une pancarte de bois fut installée au pied de l'arbre. Sculptée à la main, ces lettres simples mais éternelles, en mémoire de l'homme qui parlait la langue du sauvage. Et juste en dessous, une citation de Makana lui-même. « Protégez-les, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont nous. » Elijah et Musa reprirent son vieux Land Rover, le réparant mais ne le repeignant jamais. Ils commencèrent à former de jeunes rangers, racontant comment Makana avait un jour marché pieds nus des kilomètres pour sauver une simple tortue, ou comment il avait fait face à un buffle lancé à pleine charge avec rien d'autre que son calme et sa patience. Sa mission devint la leur. Et parfois, au coucher du soleil, juste quand le soleil effleurait l'horizon, le lion revenait. Il s'asseyait calmement près de la tombe, sa queue se balançant lentement, alors que les oiseaux chantaient leur dernier refrain du jour. Pas chaque soir, mais juste assez pour qu'on n'oublie pas. Makana n'était pas vraiment parti. Il était devenu une part de la terre. Le bruissement dans l'herbe, l'ombre dans les arbres, le silence avant le rugissement du lion. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Faites savoir au monde que les légendes marchent encore parmi nous et que quand elles s'en vont, la nature s'en souvient. Abonnez-vous pour d'autres récits qui gardent leur esprit vivant.